Alors, Leapmotor, pourquoi en Espagne et pas en Pologne? Sous la pression de Pékin, Leapmotor semble décider à faire payer à la Pologne son vote en faveur des taxes sur les VE fabriqués en Chine. La firme chinoise envisage finalement de produire le B10 en Espagne. Ah ouais, d'accord. Alors ça, c'est con. Mauvais move de la part de la Pologne, hein. Si rien n'a encore été officialisé, le simple fait que le constructeur se soit mis à la recherche d'un nouveau site de production en dit long. La fabrication sur le sol polonais semble désormais incertaine. Initialement, la firme prévoyait de construire son SUV électrique dans l'usine de Tichy en Pologne. Mais le soutien du gouvernement polonais à la taxe sur les VE fabriqués en Chine ainsi que Leapmotor sous pression de Pékin a envisagé d'autres options. Donc peut-être l'Allemagne ou la Slovaquie. Alors l'Allemagne, ça m'étonnerait. Plutôt Slovaquie, oui. La main-d'œuvre y serait moins chère. Selon un journal espagnol, l'usine Stellantis de Figueruelas, près de Saragosse, serait désormais l'option la plus sérieuse. Citant des sources industrielles, le rapport indique que Leapmotor International réalise des études de faisabilité économique et industrielle et que la société discute avec des fournisseurs basés en Espagne. Une décision sera probablement officialisée dans les prochaines semaines, étant donné que le modèle est attendu dans le courant de l'année 2025. Le fait que KTL construise une usine de batterie en Aragon pourrait aussi plaider en faveur de Saragosse. Actuellement, l'usine espagnole accueille la production de Peugeot 208, Opel Corsa et l'ancien Ypsilon. Il y a aussi un calendrier pour les travaux de modernisation qui doit être respecté. Si le projet Leapmotor est attribué à l'Espagne, c'est l'ensemble de la feuille de route de l'usine qui devra être revue. Ok, bon. Bah écoutez, à voir comment ça va évoluer. Je pense qu'ils vont y perdre sur la manœuvre. Par contre, l'Espagne, à mon avis, les salaires sont un peu plus hauts qu'en Pologne. Mais bon, c'est leur choix, ma foi. Ils veulent vraiment pénaliser la Pologne, donc ça, à mon avis, ça va se passer comme ça, quoi. Ciao. Top 10 des voitures vendues électriques aux US. Modèle Y, ouais, pas étonnant. Alors, modèle Y, 372 000. Modèle 3, 2 fois moins, quasiment. Mustang Mach-E, 51 000. Ioniq 5, 44 400. Cybertruck, 38 965. Ah, on a les chiffres précis du Cybertruck. Étonnant. Ça me paraît trop beau pour être vrai. Ford F-150, donc derrière le Cybertruck pour le coup. Effectivement, le Cybertruck reste plus vendu. Honda Prologue, Chevrolet Equinox EV, Cadillac Lyric et Rivian R1S. Ferme la marche du top 10. Ouais, alors, quand tu enlèves Tesla, effectivement, le reste... Il n'y a que la Mustang qui dépasse les 50 000 en fait. Bon, après, il y a le Cybertruck, mais lui, il est cher. C'est normal qu'ils ne vendent pas beaucoup aussi. Ouais, bon. Écoutez, c'est un peu moribond là-bas, hein, les ventes de VE, faut le dire. Ils aiment pas trop les VE, hein, les États-Unis. Et avec Trump au pouvoir maintenant, ça va être encore pire, je crois. Ouais, bon. Je sais pas quoi penser de tout ça. Maintenant, à eux de voir, hein. À eux de produire des vœux qualitatifs qui donnent envie aux Américains d'en acheter. Mais en même temps, l'essence, il est pas cher là-bas aussi. Puis les États-Unis sont tellement vastes que rouler en VE, traverser d'est en ouest, par exemple, c'est mission impossible quasiment. Hormis peut-être avec Tesla, avec le corridor de superchargeur, mais sinon, avec un VE random, hein, oh, c'est un enfer. Ça doit être un enfer, hein, vraiment. Allez, ciao. Alors, un constructeur hollandais essaye de percer en VE. Flint, startup basée aux Pays-Bas, s'apprête à commercialiser une gamme d'utilitaires 100% électriques en Europe. En partenariat avec une firme chinoise, le jeune pousse espère bien se faire une place sur un marché qui n'en est encore qu'à ses balbutiements. Ouais, alors, c'était quoi la marque hollandaise de voitures solaires déjà là? Lightyear, ouais, j'ai recherché sur Google, je me rappelle plus. Bon, bah ça va finir pareil, hein. Alors là, il parle pas de solaire, donc peut-être que c'est des trucs plus... des véhicules plus conventionnels, on va dire. Cette jeune pousse a vu le jour sur le web de Daniel Kichert, un homme qui a occupé des postes importants chez BM et Nissan. Il a aussi cofondé une entreprise spécialisée dans les voitures électriques en Chine, connue sous le nom de Byton. Ah oui, Byton. Cette fameuse marque. C'est un peu le Fisker chinois, quoi. Cette entité qui se voulait révolutionnaire, aujourd'hui en faillite. Bon, ça va finir pareil, hein, de toute façon. Non, le mec, quand même, a cofondé une entreprise qui est tombée en faillite. Rien que ça, déjà, c'est pas très rassurant, hein, pour la suite de Flint. Il assure que Flint se veut plus petite, mais pas nécessairement moins sûre d'elle. La société, dont le siège se trouve à Leiden, aux Pays-Bas, promet une nouvelle ère pour les véhicules électriques légers, une offre spécifique pour l'Europe. Pour fabriquer les fourgons électriques, la start-up fera appel à Miraco Motor, une entreprise chinoise spécialisée dans l'électrification des véhicules commerciaux. En combinant l'expertise technique de Miraco Motor et la connaissance du marché européen de Flint, ce partenariat établit une nouvelle norme de coopération mondiale dans le domaine du transport durable. L'entreprise de Kirchert n'a pas dit grand-chose de ses futurs modèles, mais les premières informations fournies semblent prometteuses dans sa version haut de gamme. Le fourgon électrique sera équipé d'une batterie NMC de 100 kWh. Il offrira 500 km d'autonomie
et une consommation proche des 20 kWh au 100. Ok, en dessous, deux autres versions avec des batteries LFP seront proposées, mais Flyne ne précise ni l'autonomie ni la capacité. Les utilitaires électriques pourront être rechargés en courant alternatif jusqu'à 22 kW et en courant continu rapide jusqu'à 220 kW. Il n'est pas précisé si cela s'applique à toutes les variantes. Le VI2G sera également de la partie. Bah, c'est bien avec une telle batterie pour le coup. Et un utilitaire, tu veux quand même brancher tes trucs dans des prises, un minimum je pense, pour bricoler ou quoi. C'est quand même la moindre des choses, je dirais. Donc voilà. Les dimensions du véhicule ne sont pas encore précisées, mais la taille de l'important espace de chargement l'est. Il devrait offrir entre 8,7 et 16,5 mètres cubes d'espace de stockage. Flyne revendique un gain d'espace de 28% par rapport à ses principaux concurrents. Il va réussir là où les autres ont échoué. La marque parle d'une offre extrêmement compétitive, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Les premiers prototypes des utilitaires électriques de la firme néerlandaise devraient être prêts au cours du premier semestre 2025, et les livraisons pourraient commencer début de 2026, dans un an. Aujourd'hui, la plupart des fourgons électriques disponibles sur le marché européen sont des variantes de modèles diesel. Mais l'approche consistant à proposer des kilomètres 100% électriques, basée sur une plateforme purement électrique, n'est pas tout à fait nouvelle. Le britannique Arrival avait la même ambition que Flyne. Tout s'est pas passé comme prévu. Malgré une commande importante du PS en 2020, les difficultés financières l'ont obligé à déposer le bilan. Oh, c'est dommage. Canou pareil. Et ils veulent se baser sur Rivian. Bon, bref. Je suis pas très serein. Rivian, l'avantage, c'est qu'ils ont Amazon derrière, en fait. C'est plus solide. Mais eux, ils partent de zéro. En plus, le mec, il avait cofondé une entreprise qui a fait faillite. Bon, c'est pas du tout rassurant. Qui aimerait investir là-dedans, en fait? Ça va faire pchit, c'est sûr. Je leur souhaite de réussir, hein, mais pour moi, c'est pas... Il y a pas de garantie derrière, ils ont pas les reins, c'est solide. Ça va pas percer. Jamais ça décollera, quoi. Peut-être que je me trompe. Je leur souhaite de réussir, mais bon, j'y crois pas trop. Stellantis se rend compte qu'il y a un scandale sur le PureTech. Oui, ça parle pas de VE, mais il faut quand même parler de cette marque Stellantis qui, même sur les VE, est très en retard et il y a beaucoup de problèmes. Donc reprenons un peu tout depuis le début parce que moi j'ai pas trop suivi non plus, ça va être l'occasion de se pencher sur ce dossier. Le scandale des moteurs PureTech développé par PSA a éclaté en raison de problèmes récurrents affectant les blocs 1 litre et 1 litre 2. Lancé en 2012 avec l'ambition de conjuguer les performances et sobriété, ces moteurs ont souffert de deux défauts majeurs, une consommation excessive d'huile et une dégradation prématurée de la courroie de distribution. Ces anomalies ont engendré des coûts importants pour les propriétaires, allant de l'entretien préventif à des réparations coûteuses face à la multiplication des plaintes et la médiatisation des cas, et la réputation des marques concernées. Donc tout le groupe a été touché. En réponse, Stellantis avait amorcé des mesures correctives en 2024 avec une extension de garantie couvrant 100% des réparations liées à ces défauts dans une limite de 10 ans ou 175 000 km. Cependant, ces dispositions ne suffisaient pas à répondre à l'ampleur des réclamations. Le 16 janvier 2025, Stellantis a annoncé un renforcement de sa politique d'indemnisation accompagné du lancement d'une plateforme dédiée en ligne. Stellantis-support.com. Oh, je savais même pas qu'ils avaient fait ça. Bon, c'est bien, c'est positif. Mais ça arrive peut-être un peu tard du coup. Cette plateforme simplifie et accélère la soumission des demandes pour les propriétaires ayant subi des frais entre janvier 2022 et mars 2024. Les premières indemnisations seront versées dès début 2025. Les conditions incluent un respect strict des recommandations d'entretien et de diagnostic par des professionnels agréés. Cette initiative s'ajoute à l'introduction du certificat Check Plus qui garantit la fiabilité des véhicules d'occasion entretenus par le réseau officiel. Par ailleurs, Stellantis a confirmé que ces nouveaux moteurs PureTech bénéficiaient d'une refonte majeure avec 70% de composants inédits et sont soumis à des tests rigoureux pour éviter la répétition des erreurs du passé. Et oui, ces moteurs équipent toujours des voitures neuves. En adoptant ces mesures, Stellantis essaie enfin de restaurer la confiance de ses clients. Si les efforts sont salués, ils témoignent aussi de la nécessité pour les constructeurs de reconnaître et de traiter rapidement les problèmes liés à une fausse route technologique. Ouais, mais leur réputation, elle est vraiment entachée, et pour redresser la barre, c'est comme le Dieselgate de Volkswagen, hein. Ça fait combien? 10 ans que ça a eu lieu, je crois, ou presque. Leur réputation est toujours entachée par ça, hein. Mais là, ça concerne directement des problèmes de fiabilité, c'est encore pire pour les clients eux-mêmes, en fait. Pour moi, ils auront du mal à s'en relever de ça. Et quand tu vois que leurs VE, en plus, qu'ils produisent, sont loin d'être qualitatifs, c'est pas ça qui va les redresser, quoi. Stellantis, ça pue quand même. À long terme, ça pue, je trouve. Tavares s'est barré, il va falloir trouver un remplaçant. Bonne chance à lui.